Bonjour, donc je salue toutes les personnes qui sont présentes et j'espère que nous allons passer de bonnes heures ensemble. Je vais présenter à la fois un concept de travail qui traîne depuis une bonne vingtaine d'années dans le pôle anatomie pour le mouvement, voie périnéale, mais aussi un stage qui a vu le jour et qui lui a été donné lui aussi une bonne dizaine de fois. Et nous avons la chance, je vais le co-animer aujourd'hui avec Jean-Christophe qui a accepté de prendre la main au piano pour les moments de vocalise. Parce que quand même, quand j'ai su hier que nous étions nombreux, je me suis dit quand même, j'avais prévu au départ une conférence sans pratique, je me suis dit quand même, ce serait bien qu'on fasse un peu de pratique vocale. Donc Jean-Christophe Briand, qui est parmi nous sur la mosaïque, de temps en temps va se mettre au clavier. Et sinon, nous verrons des extraits du stage en ligne voix périnéale et en tout cas, peut-être au milieu, au moment de la pause ou peut-être en fin de parcours, je vous proposerai de regarder le teaser et je le commenterai. Voilà. Donc, voie périnéale, de quoi s'agit-il? Bien sûr, de la voix et du périnée. Quel rapport entre ces deux régions du corps? D'abord, le fait que, embryologiquement, elles sont connectées depuis les tout premiers jours de la vie intra-utérine. C'est-à-dire que dès les tout premiers jours, quand nous n'avons été que quelques cellules, elles se sont organisées, elles ont formé ce qu'on appelle la ligne primitive, une sorte de mise en rangée des cellules, de certaines cellules, qui vont donner autour de cette ligne primitive la future colonne vertébrale, le futur système nerveux central et le futur système digestif. Et le système digestif, eh bien, il a dès l'origine deux extrémités, la bouche, qu'on appelle orifice pharyngien, et le périnée, qu'on appelle au départ juste orifice cloacal. Voilà, donc au départ, ce tube digestif, c'est juste un tube rectiligne, et avec ces deux extrémités, c'est pour dire qu'elles sont connectées, ces deux extrémités, de très longtemps chez chacun d'entre nous. Une fois qu'on a dit ça pour introduire, on va se dire bouche plutôt partie qui forme le son et partie qui soutient le son, si je peux parler comme ça. Elisabeth, tu me dis si je dis des bêtises. Eh bien, en quoi on peut attacher un rapport entre une région aussi basse que le périnée et une région déjà bien haute, qui est la région pharynx-bouche. Et nous allons voir que ça ne va pas de soi. En fait, beaucoup de voix spontanées ne recrutent pas vraiment le périnée pour envoyer la voix, et plutôt même recrutent des parties du corps central qui vont faire qu'au moment où on émet la voix, eh bien, on amène de fortes poussées sur le périnée, ce qui n'est pas toujours désirable. Donc, entrer dans le processus d'une voix périnéale, d'une voix qui part du périnée, eh bien, pour beaucoup de personnes, ça va s'apprendre. Ça n'est pas forcément spontané et évident. Alors, on va dire que la voix périnéale, la voix qui recrute le périnée dans son fonctionnement, s'installe, se déroule dans ce qu'on appelle le corps central. Et je vais vous amener des images à mesure que le cours se déroule pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit. Donc, je manipule d'abord deux images et je les approche de vous. Une première image qui va montrer le squelette
ici. Alors, je la règle. Hein. Voilà. Le squelette que vous voyez ici, ce n'est pas le squelette des membres avec les omoplates, les humérus, les avant-bras, etc., les mains. Ce n'est pas le squelette des jambes avec les fémurs, les tibias, les fibulas, les pieds, etc. Non. C'est le squelette d'une partie du corps qui se trouve, quelquefois on dit au milieu, quelquefois on dit au centre. Les deux peuvent se dire. Mais en tout cas, c'est une région où beaucoup de structures vont être, comme on dit, impaires, c'est-à-dire qu'on n'en a qu'une par personne. Je pense au sternum, on a un sternum par personne. Je pense aux vertèbres, on a une vertèbre de chaque par personne. Alors, toutes les structures ne sont pas impaires, mais beaucoup d'entre elles. Et ça nous parle surtout du fait qu'on se trouve au milieu. Et ce corps du milieu, on y trouve bien sûr la colonne vertébrale comme lien, et je viens d'en parler dans un autre contexte, mais on peut se dire, tiens, colonne vertébrale, rappelez-vous, système digestif et système nerveux central. Eh bien, on retrouve la colonne vertébrale dans le système de voie périnéale qui va relier quoi ? 3 grands blocs. Ce qu'on appelle les 3 grands blocs, c'est quoi ? C'est le bassin, la cage thoracique et le crâne. Voilà, je m'excuse parce que je fais comme je peux, je tiens à l'image tout en vous la montrant. Voilà. Et ces 3 grands blocs ont une caractéristique, c'est qu'on est dans une partie du squelette qui va être complétée par de la musculature. On est dans une partie, je dirais même, du corps où on joue avec des systèmes de contenants et de contenus. Je m'explique, un exemple. La boîte crânienne contient l'encéphale. Eh bien, on va dire dans le corps central, j'ajoute, la cage thoracique contient les poumons, et pas que les poumons. Sa partie basse contient des viscères comme le foie, l'estomac, une partie du côlon. Le bassin contient les viscères bas de l'abdomen, les viscères du petit bassin, mais aussi les parties basses des intestins. Bien, donc, on voit qu'on a des contenus inclus dans des contenants. Et quand on va bouger dans ces régions, on peut toujours s'interroger, là je vois ça un peu de loin, est-ce qu'on est en train de bouger pour bouger le système locomoteur, pour bouger par exemple les côtes par rapport au bassin, ou la tête par rapport aux épaules, ou, etc., les parties du squelette du corps central, les unes par rapport aux autres, ou est-ce qu'on est en train de bouger, et c'est plutôt ça qui va nous intéresser là, pour faire bouger à partir des mouvements du corps central les contenus et les contenus entre eux. Donc, je vais commencer par présenter en partie ces contenus. Les contenus du corps central, eh bien, pour la plupart, ce sont des viscères. Alors, je redis, dans les côtes, nous avons les poumons. Je monte un tout petit peu, puisqu'on est dans la voix, et je dis, dans ce qu'on pourrait appeler le contenant du cou, ce n'est pas vraiment un contenant, mais tant pis, on va trouver les viscères du haut de l'appareil respiratoire, les parties, ce qu'on appelle les voies respiratoires inférieures, et on va trouver en particulier à mi-cou le larynx. Alors à ce propos, je fais une petite parenthèse pour dire que la voie périnéale peut inclure tout ce qui est au-dessus du larynx, mais c'est franchement un degré plus complexe. Et au départ, dans tout le stage en ligne et dans tout le premier stage que j'ai créé il y a une dizaine d'années,
la voie périnéale n'inclut que le corps central qui va jusqu'à la glotte, c'est-à-dire jusqu'au larynx. C'est-à-dire qu'on va former des sons qui sont des manières de voyelles, pas encore très formées comme voyelles, mais on ne va pas avoir tout ce qui se fabrique en bouche et dans le pharynx. Donc, on va avoir des sons, et on va monter les notes, on va les descendre, et on va pousser l'intensité, on va la descendre, on va faire des crescendo, des choses comme ça. Mais on ne va pas encore jouer, comme je suis en train de le faire en parlant, avec tout ce qui est articulatoire et tout ce qui est résonantiel dans la bouche. Tout ça, c'est pas que ce soit pas intéressant, mais je ne l'ai pas pris en compte dans un premier degré. Donc, le corps central du premier degré de voie périnéale, eh bien, nous l'apercevons sur les deux dessins que vous voyez derrière moi. Je vais les approcher de vous pour vous les commenter. Je commence par ranger. J'essaye de ranger parce qu'il va y avoir très vite pas mal de foutoirs. Alors, j'approche ça. Et on va régler. Vous me dites si vous commencez à voir, moi je vais disparaître. Et vous ne verrez plus que ma main, ou presque. Voilà. Donc vous voyez ici un corps central presque entier, puisqu'on a encore la tête sauf le haut de la tête. Hein. Mais ici, un corps central vu de face et qui n'est que ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le premier degré de voie périnéale, c'est-à-dire qu'on ne va monter que jusqu'au larynx. Ici, on ne va pas aller plus haut. Alors, bien sûr qu'on fera des sons qui feront travailler la partie plus haute, mais ce n'est pas cette partie plus haute qui va nous intéresser. Alors, je vous invite juste à regarder les contenants, on va bien les voir ici, bassin, attention, ça c'est une coupe. C'est une coupe du corps central à peu près passant par les oreilles, passant par la couture du t-shirt sur les côtés, passant par la couture du pantalon pour la partie ici, sur les côtés. Donc c'est ce qu'on appelle une coupe frontale. Et ça veut dire que les éléments anatomiques ne sont pas toujours complètement reconnaissables. Et c'est une coupe que j'ai un peu simplifiée pour rendre apparentes les parties qui vont concerner les jeux de pression. Parce qu'évidemment, dans voie périnéale, ce dont on va beaucoup parler, c'est des pressions sous la glotte et des pressions qu'on appellera plutôt des poussées au périnée. Et on va observer comment une douzaine de manières d'engager la voix vont envoyer, c'est selon le cas, des pressions plus ou moins importantes là où pour émettre de la voix. Donc je dis plus ou moins importantes parce qu'on peut envoyer des pressions très faibles, plus fortes, très fortes, mais aussi, en contrepartie, tous les engagements dont nous allons parler envoient des pressions, donc on va plutôt appeler des poussées, sur la région du périnée. Et ça, c'est important. Certains engagements vocaux vont amener beaucoup de poussées au périnée et certains ne vont pas en amener du tout et certains vont amener au contraire ce que j'appelle du lift, c'est-à-dire vont attirer le périnée vers la région de la tête. Donc ici, on voit corps central sans la tête et on voit les éléments contenant bassin. Est-ce que vous reconnaissez que ça, ce serait un bassin coupé frontalement? J'espère que tout le monde comprend. Ici, on aurait les ischions. Et là, on aurait, là où on met ses mains aux hanches, c'est-à-dire les crêtes iliaques. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme contenant? Les côtes, qui sont coupées aussi. Et on n'en voit que 10, parce que la 11 et la 12 sont en arrière du trait de coupe.
Et puis, comme contenant osseux, eh bien, ce sera tout, puisqu'on n'a pas le crâne. Si je regarde la vue de profil, là, on a un tout petit bout de contenant osseux dans le crâne, mais je vous redis que ce n'est pas vraiment notre sujet pour l'instant. On voit par contre ce qu'on ne voit pas dans la vue de face, tout le tuteur de la colonne. C'est bon? Vous reconnaissez que c'est une colonne vertébrale ici. Et on voit comme élément squelettique, ici on voit le coccyx, là on voit ce qu'on appelle le pubis. Je vous montre ça sur un squelette de bassin. Coccyx ici et pubis ici en avant. Eh bien, sur ce dessin, le pubis est coupé comme ça. Ah, il faut que je le montre comme ça, là. Voilà. Le pubis est coupé là. Et donc, on ne voit que cette partie du bassin. Donc, là et là, ça représente le bassin en coupe de profil. La colonne, donc je redis, et il y a un élément important, c'est le sternum ici. Donc ça, ce sont les contenants osseux qui sont complétés par des éléments de contenants non osseux. Alors je vous donne par exemple, ici, nous voyons ce qui relie le bassin aux côtes. Il y a la même chose de l'autre côté en symétrie. Ce sont les muscles abdominaux en coupe. Eh bien, les muscles abdominaux appartiennent aux contenants, à la famille des contenants du corps central. Ils vont contenir tout ce qui se trouve là. Dans les contenants, on pourrait ajouter ici des muscles qui ne sont pas figurés, qu'on colorie quand on fait le stage, on les met en place tout doucement, et qui sont des muscles entre les côtes, les intercostaux, qui vont transformer la cage thoracique en un véritable contenant, on pourrait presque dire étanche. Ici, on va dire, question contenant, donc on avait vu bassin, colonne et sternum, et on complète, regardez ici, ce sont les abdominaux en coupe, vus par le côté, ils sont en avant, voilà. Et ici, on pourrait compléter par certains muscles du cou, c'est à discuter. On va jusque-là. On va jusqu'au ce qu'on appelle le pli vocal, le pli formé par les cordes vocales. Ici, ce pli vocal est inclus dans ce dessin qu'on appelle le cartilage thyroïde, dans le larynx. Bien. Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Je continue sur les contenus. Alors, les contenus, on les regarde d'abord ici. Et on voit que cette grande double boîte formée par bassin et cage, donc par deux des grands blocs du corps central, cette grande boîte thorax-abdomen contient ce qui est figuré en gris et qui n'est pas détaillé, ça ne nous intéresse pas vraiment pour l'instant, mais contient des viscères qu'on peut quand même nommer. Les deux poumons, le cœur et l'ensemble des viscères abdominaux, on pourrait descendre jusque-là. Alors quand même, on voit que ces viscères sont empaquetés dans des limites. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle les séreuses. Donc les viscères abdominaux, pour la plupart d'entre eux, sont enveloppés dans ce qu'on appelle le péritoine. Les poumons sont enveloppés dans ce qu'on appelle les plèvres. Le cœur est enveloppé dans ce qu'on appelle le péricarde. Et on ne va pas détailler ça, c'est surtout pas l'enjeu, mais on va dire simplement ces enveloppes qui empaquettent littéralement les viscères. Et une première grande chose qu'on peut en dire, c'est qu'elles adhèrent entre elles et que pour une grande part, écoutez bien, c'est important, elles adhèrent aux parois internes des contenants
Enfin, elles adhèrent surtout aux parois internes de la cage thoracique et un peu à la colonne vertébrale pour certaines parties. Donc, nous avons des contenus qui sont des viscères, je résume, qui sont donc, attention, les viscères, ce n'est pas du tout rigide, ça n'a aucune tenue, si je peux dire. Ça ne fait que tomber vers le côté le plus déclive qui se présente à un moment donné. Si on est à quatre pattes, les viscères tombent en avant du ventre. Si on est sur le dos, les viscères tombent vers la colonne vertébrale. Et si on est debout, comme là, que font les viscères? Eh bien, ils ont tendance à dégringoler vers le bas du tronc. Si rien ne les en empêche, les viscères n'ont aucune raison de rester en place dans les contenus. Sinon, le fait qu'on vient de voir, c'est qu'ils sont empaquetés dans des espèces de membranes, les séreuses, et que ces séreuses adhèrent aux parois des contenants. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, ça va? Vous pouvez me faire des signes? Oui, c'est bon, merci. Bien. Alors, c'est intéressant de s'interroger sur ça, de se dire, waouh, si je n'avais pas ces systèmes de cloisonnement qui adhèrent aux contenants et aussi qui adhèrent entre eux, eh bien, mes viscères tomberaient dans mon bassin quand je suis debout, n'ont aucune raison de rester dans la cage thoracique. Donc, on retient que des poumons, ça reste dans une cage thoracique, un peu parce que ça y est obligé, parce que c'est contenu dans des plèvres qui adhèrent aux côtes. C'est bon? Et dans tout ça, nous avons ici, ce n'est pas une membrane, regardez ce que je parcours, nous avons une cloison qui sépare l'ensemble en deux grandes parties, je dirais, pour faire comme dans les voitures maintenant, 2/3, 1/3, c'est à peu près ça, vous voyez, 2/3, 1/3, et c'est séparé par la cloison qu'on appelle le diaphragme. Alors bien sûr, le diaphragme, c'est un muscle qui peut se contracter. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser tout de suite. Ce qui va nous intéresser immédiatement, c'est de dire, écoutez bien, que le diaphragme adhère aux contenants, aux membranes qui entourent les poumons et adhère aux membranes qui entourent le cœur. Donc le diaphragme adhère à tout ce qui est là, indirectement. C'est comme si je disais que le diaphragme adhère aux poumons. Et ce n'est pas fini. Le diaphragme, que je montre là, adhère à toute cette masse, puisqu'il adhère à l'enveloppe, le péritoine, qui emprisonne, qui empaquette toute cette masse. Et donc, le diaphragme ici est adhérent à tout ce que je montre là. Je le montre de profil, le diaphragme qui est là adhère à toute cette masse. Alors, c'est très important. Vous comprenez? C'est qu'on peut considérer le diaphragme comme un muscle pour son aspect contractile, mais on peut momentanément oublier ça et se dire oui, mais le diaphragme, c'est aussi un scotch double face. C'est-à-dire qu'il adhère à ce qui est au-dessus et il adhère à ce qui est en dessous. Alors, je fais un break parce que j'ai un détail technique qui m'embête. François, est-ce que tu veux enlever la vignette de iCloud qui m'embête parce que je ne vois plus personne? Merci. Voilà. Bien. Donc,
on se trouve finalement avec un immense paquet de viscères qui adhèrent entre eux et dans lequel on peut considérer le diaphragme comme un des éléments d'adhérence. Ça n'empêchera pas de le considérer comme un muscle par ailleurs. Mais quelquefois, c'est intéressant de ne réfléchir que sur cette donnée-là, le diaphragme comme scotch double face. Donc attention, regardez bien. Ce paquet ici adhère au diaphragme, qui adhère au poumon, qui adhère aux côtes. Ah! Si vous réfléchissez bien, tout le paquet est finalement suspendu aux côtes. Et si vous réfléchissez bien aussi, tout le paquet tout se passe comme si ce paquet était un seul ensemble qui bougeait d'un bloc, mais qui adhère au contenant, surtout cage thoracique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans le corps central, on commence à entrevoir que les mouvements vont pouvoir se transmettre quelquefois très à distance par le jeu des contenus qui adhèrent entre eux. Quelquefois, c'est ça qui va se passer. Je donne un exemple qu'on détaillera tout à l'heure. Si j'écarte les côtes, je vais transformer la forme du contenu ici. Je vais la rendre plus large. Ah, mais alors, le bas de ce contenu va avoir tendance à grimper et il va attirer à lui la partie basse. Et donc, j'aurais déménagé ici vers le haut simplement parce que j'aurais écarté les côtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien engager quand on fait une émission vocale. Mais il y a plein d'autres façons d'engager les affaires. Et c'est donc ça que je développe dans Voix périnéale à travers 12 façons d'émettre le son vocal qui sont autant de façons de jouer sur les contenants, les contenus, quelquefois dans les contenus, l'intervention contractile, pourquoi pas, du diaphragme, et les répercussions de ces jeux sur l'extrémité haute, qui pour l'instant est la glotte, et l'extrémité basse, qui est le plancher pelvien, le périnée. Pour l'instant, on dit que c'est la même chose. Voilà, ça, c'est une introduction, quelque chose d'introductif que je vous amène, et j'espère que c'est compréhensible. Alors, vous allez voir que dans ces contenus, il y en a qui ont des caractéristiques très bizarres. Voilà, je vois des regards pensifs parce que, effectivement, sur ces sujets, on peut réfléchir longtemps. Ce ne sont pas du tout des mises en place évidentes. Donc, le fait que les contenants adhèrent au contenu, que les contenus adhèrent entre eux, que les contenants peuvent bouger entre eux grâce à des muscles qui sont autour, et que dans tout ça, le diaphragme au milieu de tout ça est une cloison qui est à la fois comme un adhésif double face et comme un muscle. Eh bien, vous imaginez que déjà, ça nous amène beaucoup de combinaisons. Alors à ce stade, si vous le voulez, si vous avez une question, on peut la poser. Je vois qu'il y a quelqu'un qui n'entend plus. C'est bon, je m'en suis occupée, elle entend de nouveau. Je suis les questions, je crois que Elisabeth... Ce serait mieux de répondre maintenant, parce que c'est... Alors, si vous voulez poser les questions, mettez-les dans le chat et je les lirai à Je continue.
Alors, une des questions, est-ce que les séreuses et les fascias, c'est la même chose? On peut dire oui, on peut dire que les séreuses, c'est une sorte de fascia. Les fascias, c'est un terme très général qui désigne tous les tissus conjonctifs d'enveloppe. Alors, tout ce qui enveloppe, ça veut dire aussi bien les capsules des articulations, le périoste de l'os, comment on appelle ça, les enveloppes des muscles, mais tout aussi bien les enveloppes qui réunissent certains viscères entre eux et qui s'appellent alors les séreuses. Deuxième question, est-ce que la plèvre adhère aussi à la colonne? Non, parce que les poumons ne sont pas au milieu. Au milieu du thorax, on a toute la tuyauterie qui va vers les poumons depuis le cœur ou depuis la trachée. Et aussi, on a une tuyauterie qui va de la bouche vers l'estomac qui s'appelle l'ésophage. Et donc, toute cette tuyauterie s'appelle le médiastin. Et c'est cette partie qui se trouve au milieu du thorax et qui adhère à la colonne. Autre question, c'est ce qui se passe dans le travail du yoga du son avec le travail des voyelles, n'est-ce pas? Point d'interrogation. C'est ce qui se passe. Alors, c'est une question ou c'est une constatation? C'est une question. Question. Le travail des voyelles. Alors, j'ai bien dit que les voyelles, dans cette conférence, ne vont pas nous intéresser en tant que voyelles. Elles vont juste nous intéresser parce qu'on est bien obligé d'en faire pour émettre des sons. Ça va prendre des formes. Mais la voyellisation, ça se passe plutôt ici. Et donc, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer là. Ce qui va se passer là, dans ce que nous étudions, c'est plutôt l'organisation de la création de pressions qui vont arriver jusque-là et qui vont permettre d'émettre la source du son vocal, c'est-à-dire le premier son laryngé. Alors, ce premier son laryngé, on en organise beaucoup de paramètres à partir de tout cet ensemble. On appelle ça couramment la soufflerie. Mais quand on dit la soufflerie, souvent on comprend l'air, et donc on comprend seulement ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de la soufflerie part de beaucoup plus loin, surtout dans certains engagements vocaux. Voilà, donc les voyelles, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que ça m'emmène dans l'histoire de la formation des voyelles elles-mêmes. On se retrouvera dans une autre conférence, si vous le voulez, pour parler des voyelles. Merci, et c'est super, ça nous donne l'occasion de faire une nouvelle conférence avec toi. Alors, une autre question. Peut-on entendre les 12 gestes avec la voix? Les 12 gestes de voix périnéale? Je ne sais pas, c'est... Parce que j'ai parlé de... Myriam qui nous pose la question. Myriam, pourriez-vous être plus précise? Non seulement on peut les entendre, mais on peut s'y exercer. On va en essayer quelques-uns dans cette conférence. Et on peut surtout non seulement les entendre, mais les sentir en les entendant. Parce qu'il y a toute une proprioception qui va avec chaque forme d'engagement. Alors, Marie, je crois que Blandine a répondu à votre question pour le travail qui commence plus bas. Ensuite, Sophia, alors quand on écarte les côtes, ça peut créer une résistance pour la montée des viscères. Quand on écarte les côtes, eh bien, essayez de le faire avec votre suite. Écartez votre suite. Ça demande une action, c'est physique d'écarter les côtes. Hein. Ça ne se fait pas du tout seulement en y pensant. Il faut y penser, mais il faut le vouloir et l'acter. Voilà. Et en fait, quand on écarte un t-shirt, on voit très bien que le bas du t-shirt, pardon, s'élève. Et c'est ce qui va se passer pour
les viscères qui sont en dessous des côtes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh bien, Sophia va nous dire. Voilà. Et puis pour le moment, oui, elle a dit oui. Voilà. Oui, très Donc, bien. c'est toutes les questions pour le moment. Bon. Alors, je vous propose maintenant d'aller explorer les deux extrémités de ce corps central et de se dire, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que le plancher pelvien, le périnée? Je ne vais pas faire un cours sur le périnée. Je vais juste vous donner quelques éléments pour le reconnaître en vous et pour que quand on fera des exercices pratiques où on demandera l'intervention du périnée, vous sachiez quoi faire, tout simplement. Qu'est-ce que le périnée? Et après, on s'interrogera, qu'est-ce que c'est que la glotte? Très brièvement, là aussi, parce que ce n'est pas un stage sur la glotte et les cordes vocales, mais on va en dire quelques mots, voilà, pour pouvoir travailler. Alors, pour parler du périnée, je vous propose de regarder ce moulage, qui est un moulage de bassin, voilà, dans lequel j'ai inclus un périnée. Voilà, il y est là. Donc, ce que vous voyez là en rouge, c'est au fond du bassin, regardez bien, je vais présenter le bassin sous différents angles et vous voyez que vu par-dessus, ça ressemble un peu à, on dit souvent, un bol, un hamac, une espèce de coupole à concavité dirigée vers le haut. Et si je regarde par en dessous, je retrouve ce bol, mais là, c'est un périnée féminin. Je retrouve des faisceaux plus différenciés. Donc, pas seulement, je vais enlever ces faisceaux pour que vous puissiez voir le bol. Voilà, attention, je vais essayer de ne pas tout démantibuler. Eh bien, si. Voilà, je recommence et je vous l'installe. Voilà, ça c'est le bol tout seul dans le bassin. Et le bol, il a grosso modo la même structure chez l'homme et chez la femme. Je le tiens parce que sinon il va tomber. Voilà. Et on ajoute à ce bol une partie du périnée, une partie du plancher pelvien, plus exactement, qui est plus basse, donc plus superficielle, plus près de la peau. Et cette partie plus superficielle a grosso modo la forme d'un croisillon. Regardez, vous voyez, avec des faisceaux qui vont d'ischion à ischion et des faisceaux qui vont de pubis à coccyx. Je les montre en faisant voyager mes doigts. Il y a des faisceaux, oh, je vais le mettre quand même pas de travers, c'est pas possible ça. Voilà. Très bien. Il y a des faisceaux du périnée qui vont comme ça, d'ischion à ischion. Donc attention, ça c'est un bassin féminin et même très gynoïde, avec des ischions très écartés. On pourrait imaginer des ischions plus rapprochés. Voilà. Et il y a des faisceaux du plancher pelvien superficiel qui vont de coccyx, le coccyx est là, jusqu'à pubis. Donc, grosso modo, si je veux résumer la forme du plancher pelvien en très peu de mots, je dirais qu'en profondeur, il a la forme d'un bol et en superficie, il a plutôt la forme d'un croisillon. Et je vais juste utiliser cette première image pour vous donner très brièvement les moyens de recruter votre musculature du périnée avec 3 propositions. Allez, on va faire ça simplement. Excuse-moi, Blandine, une des questions qui arrive, c'est les faisceaux. Est-ce que ce sont des faisceaux musculaires? Oui, tout ce que j'ai montré en rouge, tout ça, c'est musculaire. Tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui est blanc, c'est de l'os. Et tout ça, c'est musculaire.
Alors, je peux préciser que c'est la partie musculaire du périnée, parce que dans le périnée, qui est une région, il n'y a pas que des muscles, il y a des muscles, mais il y a des viscères, il y a de la peau, il y a de la graisse, il y a des corps érectiles, il y a toutes sortes d'éléments, des ligaments. Mais quand on parle du périnée dans le travail corporel, en général, c'est qu'on parle de la partie musculaire. Et donc, je redis, cette partie musculaire, elle a grosso modo la forme, pour sa partie profonde, d'un bol qui a à peu près la taille des 2 mains rassemblées. Et pour sa partie superficielle, la forme d'un croisillon. Ça, c'est très simplifié. Mais ça nous permet quoi? Ça nous permet de dire, ah, je peux déjà, en position assise, là où je suis, repérer mes 2 ischions et me dire qu'entre mes 2 ischions, c'est mieux si on est assis sur un siège un peu ferme, entre mes 2 ischions, je cherche une action de resserrement comme si je voulais rapprocher mes ischions. Ils ne vont pas se rapprocher, hein, mais comme si je voulais les rapprocher. Et cette action que vous sentez, c'est déjà, pour une part, le périnée. Et aussitôt, vous pouvez relâcher et observer la différence entre resserrer, contracter et relâcher, décontracter, ce qui est tout aussi important. Bon, je vous redis que c'est quelque chose de très succinct. Hein. C'est juste pour travailler après. Voilà. Alors, on peut faire ça plusieurs fois, contracter, relâcher, et sentir que c'est entre les ischions, ce n'est pas en dehors des ischions, mais ce n'est pas grave si en dehors des ischions, ça vient s'inviter dans le travail, on accueille, voilà. Mais il faut surtout trouver entre les ischions. Et il y a une deuxième contraction qu'on peut trouver, c'est je reconnais où est mon coccyx, éventuellement je mets le doigt dessus pour le trouver, et en avant je reconnais où est mon pubis, et j'imagine une ligne qui va de mon coccyx à mon pubis. Et cette ligne, eh bien de la même manière, je peux la contracter comme si mon coccyx venait vers mon pubis. Et aussitôt, je relâche. Eh bien, entre ces 2 propositions, ischion-ischion ou bien coccyx-pubis, je vous propose de choisir à l'instant celle qui pour vous est la plus facile. Et vous la gardez pour aujourd'hui. Vous vous dites, ah, c'est mon refrain périnée pour ce cours. Alors, je vous montre où il est le périnée ici. Il est à cet endroit. Voilà. Et sur cette image, ici, c'est la part superficielle qui va d'ischion à ischion. Et là, c'est la part profonde. Et la part profonde, pour la contracter, il faut plutôt chercher à remonter en soi toute cette zone, un peu comme un ascenseur. Ça demande peut-être plus d'initiation pour les personnes qui ne l'ont jamais fait. Et enfin, je vais vous donner le 3e moyen d'appréhender le périnée, tout simplement, c'est de resserrer le sphincter de l'anus et de relâcher. Donc, si ça, c'est plus facile pour vous, vous gardez ça. Et quand je dirai dans la suite de la conférence, ou quand Jean-Christophe dira contraction du périnée, eh bien, soit vous faites ischion-ischion, soit vous faites coccyx-pubis, soit vous faites resserrer le sphincter anal. Bien, ça, c'était pour parler du périnée, brièvement. Bien. Maintenant, je vais présenter brièvement ce que c'est que la glotte. Il me faut juste quelques secondes pour trouver le matériel.
regardez ce que je vous montre, là. Je le fais un peu tourner, surtout de ce côté, où on voit les cartilages, pratiquement que les cartilages. Alors, ce que je vous montre là, on peut le trouver en soi ici. C'est ce qu'on appelle le cartilage thyroïde qui nous indique le lieu du larynx. Bien, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez dessiné là. Et maintenant, il l'a fait tout seul. Si j'ouvre ce moulage, je vois que dans ce cartilage thyroïde, je trouve à l'intérieur, voilà, il est là, hein, le cartilage thyroïde, et je suis placée comme lui. Et je trouve à l'intérieur un repli, regardez bien, je vais l'approcher pour que vous puissiez le voir. Un repli de muqueuse ici, là, qui est à l'intérieur du cartilage. Ce repli, c'est un pli sous-tendu par un ligament. Et ce ligament, c'est une corde vocale. C'est très court pour le décrire. Hein. Sur les cordes vocales, on peut parler 5 jours durant au moins. Mais là, c'est pour vous indiquer que ce pli, il se trouve là. Et qu'on en a un à droite, un à gauche, et que ces plis sont sous-tendus, armaturés par nos cordes vocales. Et maintenant, ces plis, quelquefois, on les regarde chez les phoniatres, chez Elisabeth, on les regarde par-dessus et on les voit comme ça. Alors, je vous le montre. Je vais cacher les dessins précédents et je vous montre. Voilà, très bien. Ça, c'est ce qu'on a vu ici, mais vu par-dessus. Et ce qu'on voit là, deux traits un peu blanchâtres qu'on voit ici, ce sont les cordes vocales et le repli de muqueuse sur les cordes. Et cet endroit, il se trouve là en nous. Je vous propose de mettre la main ici et juste de dire M. Et vous sentez là tout de suite, je pense que beaucoup de personnes dans cette audience connaissent ce lieu, vous sentez là que ça se met à vibrer parce que c'est le lieu où naît le son, où se forme le premier son. Bien. Et ce lieu, on va simplement, pour cette conférence, y distinguer deux positions. Il y en aurait 3, mais je vais juste évoquer la 3e. On va bien distinguer les 2 premières. On va dire que les cordes vocales peuvent être un peu écartées. Si elles sont un peu écartées, c'est des cordes vocales de dormeur. C'est-à-dire, c'est nous en train de respirer librement, un peu au repos pour ce qui est de cette région. Ce ne sont pas des cordes vocales très écartées. Et puis, nous allons sentir au contraire ces cordes vocales qui arrivent, je fais avec mes doigts, en contact. Juste en contact. Essayons de trouver ça. Respirons et amenons ces cordes en contact. Et qu'est-ce qui se passe si on les met en contact? Le souffle s'interrompt. Et maintenant, on va faire juste la différence entre contact tout juste et contact serré. Regardez ici, il y a des flèches qui indiquent qu'on est en contact, mais que c'est comme un point fermé.
Et ça, ce n'est pas ce que nous allons chercher dans notre premier exercice. Mais quelquefois, nous aurons besoin de ça. Donc, pour l'instant, nous allons travailler avec 2 positions de la glotte. Soit glotte respiratoire, c'est là, l'air passe et c'est très détendu. Soit on va amener délicatement les cordes en contact et la respiration s'interrompt. Voilà. Ce sont nos 2 positions glottiques pour le premier exercice. Donc, nous avons vu un peu de périnée, un tout petit peu, un peu de glotte, un tout petit peu aussi, c'est vraiment très court, mais ça va nous permettre d'essayer un premier exercice. Excuse-moi de t'interrompre, Blandine, excuse-moi. Il y a juste une personne qui doit nous quitter un peu plus tôt et qui voulait juste savoir si cette formation que tu fais peut correspondre aussi à des instrumentistes avant. Ah oui, je pense. On peut transposer très très bien pour l'instrument avant, j'en suis sûre. Si c'est Marie-Christine, bonjour. C'est Agnès. C'est elle? C'est Agnès qui pose la question. Agnès. Merci. Excuse-moi pour cette petite parenthèse. Surtout que dans beaucoup d'instruments avant, il faut bien plus de pression ici et là que pour la voix. Pour la voix, il en faut souvent bien moins que ce qu'on croit. Bien. J'enlève mes 2 glottes et nous revenons au corps central. Ça va. Et nous allons émettre des sons avec une toute première force qui est quelquefois inattendue. Je vous montre. Ah, si j'attaque, là, ça va marcher. Je suis un peu serrée. Regardez ici ce que nous voyons. Nous voyons les poumons et les bronches, la trachée et le larynx. C'est à peu près avec ça que nous allons travailler pour commencer. Et nous allons nous dire en quoi les poumons nous intéressent. Eh bien, c'est que le tissu de soutien des poumons, non pas les alvéoles qui contiennent l'air, mais le tissu entre les alvéoles, un peu comme si je vous disais le tissu d'une éponge entre les trous de l'éponge. Eh bien, le tissu des poumons, ce qu'on voit là, c'est un tissu très très riche en fibres d'élastine. C'est comme un élastique en 3D. Donc ça, c'est une information très importante, se dire, ah, les poumons à l'intérieur des côtes, les poumons qui sont collés aux côtes, dans les côtes, ils sont comme un élastique qui cherche toujours à revenir à une dimension, comme tous les élastiques, un peu plus petite. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça nous fait quelque chose d'important, c'est que ça nous fait l'expiration. Toutes les expirations courantes que nous faisons en ce moment sont faites par un petit coup d'élastique pulmonaire qui fait revenir le poumon après l'inspiration. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'utiliser pour commencer juste cette force-là, le retour élastique du poumon après une petite inspiration et de le mettre en forme de voix. Et pour ça, je vais passer la parole à Jean-Christophe. Donc, tu vas me couper le micro, Isabelle, et c'est Jean-Christophe qui va nous emmener dans un exercice de voix faite uniquement par
l'élastique pulmonaire. Donc, ici. Bonjour. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Bon. Et est-ce que vous entendez le piano? Non. Ah! Alors, c'est un souci. Non, si, on a entendu. Si tu l'entends, le piano? Oui. Oui? Oui, super. Ouais. Super. Très bien, merci. OK. Eh bien, pour cette première forme de voix avec le périnée, je vous invite à vous allonger. On va s'allonger sur le dos pour pratiquer et sentir cette force de l'élastique pulmonaire pour produire de la voix. Repérer quel effet ça a pour le périnée et sentir et repérer aussi quelle voix cela va donner. Et je vous propose dans un premier temps juste d'observer votre respiration, de sentir l'air qui entre, c'est l'inspire, et l'air qui sort, c'est l'expire. À votre rythme, vous laissez cette respiration s'installer comme elle est bien pour vous. Et je vous propose, en fin d'inspire, d'attendre un peu avant de laisser l'air sortir. Donc vous pouvez marquer un temps d'arrêt à la fin de l'inspiration. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais vous pouvez le faire de temps en temps. Et pendant cette respiration, vous pourriez vous connecter à vos sensations du périnée et juste sentir pour vous commencer dans cette région. Est-ce qu'il se passe des choses pour le périnée pendant l'inspire, pendant l'expire et aussi pendant ce temps d'arrêt? Et est-ce qu'on peut sentir des différences pour le périnée pendant ces différentes phases? A priori, il n'y a pas une grande différence, mais peut-être que vous sentez que pendant l'inspire et le moment où on s'arrête en fin d'inspire, dans une respiration là, qui est très courante, qui est une respiration de calme, peut-être qu'on peut sentir un léger appui sur le périnée, mais ce n'est pas grand-chose, c'est très peu. Et en faisant cette constatation, on peut se dire que la contraction du périnée pendant l'acte vocal ne va pas être obligatoire, elle va être optionnelle. Donc ça, c'est très intéressant de le savoir parce que parfois, on pourra avoir envie de travailler le périnée sans qu'il y ait de poussée particulièrement forte sur lui. Et c'est tout à fait le cas quand on est dans cette respiration courante de repos. On peut dire qu'il n'y a quasiment pas de poussée dessus. Alors, est-ce qu'on pourrait chercher, au moment de cette rétention, à trouver une légère contraction du périnée, une des 3 manières que vous avez vues avec Blandine? Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est de chercher à rapprocher les ischions? Est-ce que c'est de rapprocher coccyx du pubis? Ou est-ce que c'est la contraction du sphincter de l'anus? Et en faisant ça, vous êtes en train d'expérimenter une première coordination entre la respiration et le périnée.
Voilà. Donc pour le moment, je vous propose d'installer cette coordination pour la suite de l'atelier. Et on peut se demander comment est-ce qu'on fait la rétention de l'air en fin d'inspire. Comment on fait pour s'arrêter, pour créer cette petite apnée? Il y a plusieurs manières de le faire. Ce que je vous propose, c'est de le faire en fermant la glotte, c'est-à-dire en mettant les cordes vocales en contact, et même on pourrait dire en faisant un contact serré. Donc faites-le plusieurs fois, plusieurs respirations, expérimentez plusieurs temps d'arrêt de la respiration en fin d'inspire, mais cette fois-ci en fermant au niveau du larynx, en rapprochant les cordes vocales. Et en faisant ça, vous pouvez être attentif aux sensations que vous avez au niveau des cordes vocales. Dans votre manière de faire cette rétention, qu'est-ce que vous sentez dans les cordes? Et puis, on va rajouter quelque chose. On va se dire que dans ce temps d'arrêt, on cherche à arrêter cette action d'inspire, cette action du diaphragme qui fait l'inspiration. On cherche plutôt à le relâcher. Et peut-être qu'en faisant ça, vous sentez que la sensation dans la glotte est différente. Peut-être que vous sentez que l'air voudrait sortir, mais que les cordes vocales, en étant fermées, empêchent l'air de sortir. Et pourquoi l'air il est poussé vers l'extérieur? Eh bien, c'est la force élastique des poumons, c'est-à-dire qu'ils ont été étirés pour faire rentrer l'air et ils ont envie de reprendre une forme plus compacte. Et en faisant ça, eh bien, l'air sortirait, mais les cordes vocales empêchent cette sortie. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est quand vous avez bien repéré ça, eh bien, c'est d'ouvrir d'un seul coup les cordes. Et ça va faire, écoutez, je vous le fais une fois, ça va faire ça fait un petit soupir avec un petit son dans la glotte. Et là, vous pouvez vraiment sentir que cette sortie d'air ne demande aucun effort particulier. L'air, il a envie de sortir, on le retenait avec nos cordes vocales. Et là, on ouvre d'un coup, tout sort. Je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme. Bien. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de voix à ce moment-là? Et pour qu'il y ait de la voix, eh bien, il faut que les cordes restent un peu en contact. Donc, on va les desserrer, on va ouvrir et ça va créer un premier son. Et là, il y a quelque chose de très important à observer. C'est le volume sonore. Qu'est-ce qui se passe pour le volume sonore quand vous faites ce son? On peut se demander aussi quelle est la longueur du son. Est-ce que vous êtes dans un son qui est long, moyennement long ou qui est très court? Alors, je vous le dis, si vraiment vous n'utilisez que la force élastique des poumons, vous devriez produire un son très court. Ça, c'est un premier élément qui permet de repérer qu'on est vraiment dans l'utilisation de cette force. On a un son qui est très court. Et son volume, est-ce qu'il garde un volume constant? Est-ce que le son garde toujours la même force? Eh bien, quand on est dans cette utilisation de la force élastique des poumons, on a un son qui décroît, qui est de moins en moins fort. Pourquoi? Eh bien, à mesure que l'élastique se détend,
il peut produire moins de force et il va faire sortir tout simplement moins d'air. Donc, assurez-vous de trouver ça, un son qui est court et un son qui décroît en intensité. Ça pourrait donner quelque chose comme ça, si je le fais. Ah. 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 On pourrait dire que le son n'est pas soutenu. Faisons maintenant un peu autrement. Plutôt que d'ouvrir d'un seul coup, on va ouvrir progressivement et ça va donner ce genre de son. Je vous le fais une fois. Ah. Je le fais à nouveau. Ah. Je vous laisse l'expérimenter un moment. Repérez le décrescendo du son. Repérez qu'il est court. Et peut-être même que la hauteur du son a tendance à descendre. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'entre les deux? C'est-à-dire une attaque qui ne serait pas avec un coup de glotte, comme on faisait la première fois, et qui serait plus directe, qui serait plus douce que le coup de glotte, mais en même temps mieux définie que cette deuxième manière qu'on vient de voir. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ah. Je le refais encore une fois. Ah. Eh bien, on va pouvoir le faire en musique. Dans un premier temps, écoutez juste la suite des accords que je vais vous proposer. Un premier accord ici. Et puis en premier. Quel effet produit cet accord? Vous allez sentir. On a un accord qui appelle l'autre l'expression. Ça donnerait et voilà. Inspire. Laisse. Et on gagne notre respiration sur la même. Et je vous propose de choisir un son. Très bien fait. Vous le sentez. Inspire et
jouer la note. Alors, je vais vous en proposer une. Laisse, par exemple, inspire et faire ce Ta voix, tu pourrais baisser un tout petit peu le piano, on n'entend plus ce que tu dis aussi. D'accord, d'accord. Je baisse un petit peu le piano. Oui, parce qu'on n'a pas entendu les Ah, pas du tout. données. Peu. Peu. Ok, ok. Je baisse, pas de Pardon, souci. excuse-moi. Non, tu fais bien de me le dire. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, Parle, voix. c'est mieux? Oui. D'accord. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va essayer de trouver une note et vraiment de la garder. Parce que peut-être que vous avez repéré qu'on a tendance à descendre, à faire Ah. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire sur ou on peut faire sur O. Voilà. Prenez une voyelle qui vous convient. Par exemple, ici, donc ça fait inspire. O. Inspire. Et à vous. Je vous propose une autre note. Et à vous. Ici. Et ça fait inspire. Et le son est toujours très court. Et il diminue en intensité. Ok. Je redis ma proposition. Je mets en place cette alternance d'accords. Normalement, vous avez bien repéré le moment où il faut inspirer et le moment où il faut expirer. Et donc, faire la voix. Et si vous arrivez à entendre la note aiguë, eh bien, vous pouvez essayer de la capter et de la chanter à sa hauteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez chanter toutes les notes qui vous sembleront bien aller dans l'harmonie pour vous. L'idée, c'est de connecter aussi l'oreille à ce qu'on fait dans le larynx et aussi le périnée. Et peut-être que le périnée, là, on l'avait un peu oublié. Et ce que je vous propose pour le moment, c'est de le garder sur l'inspire. OK? On réessaye encore. Et progressivement, bien, je vais vous proposer plusieurs notes à différentes hauteurs et même peut-être plusieurs notes qui se suivent dans la même expiration. Allons-y. Donc ça fait et inspire. Et c'est cette note-là qu'on fait maintenant. J'en propose une autre. Et on va essayer de faire maintenant 3 notes. Ça va donner ça. Inspire et inspire et allez à vous. Inspire. Je propose une autre suite de notes. Écoutez une fois. Et à vous. Allez, on inspire. Et on y va. Bien. Est-ce qu'on peut prendre un temps d'échange sur ce qu'on vient de faire? Déjà pour m'assurer que vous avez bien compris, puis aussi avoir vos retours et pourquoi pas peut-être avoir quelques échanges ou des questions sur cette pratique allongée.
Marie dit, je n'ai rien compris. Voilà, donc voilà, c'est dit, elle n'a pas compris. Ben, vous regarderez le replay, peut-être que vous arriverez à comprendre en regardant le replay, à moins que tu aies envie de nous dire quelque chose, hein. Alors, je vois qu'Isabelle demande quand doit-on relâcher le périnée? Ce qui est très intéressant dans cette respiration, c'est qu'on n'a pas de contrainte pour le périnée en fait. On est assez libre de le travailler comme on veut. Et là, ma proposition, c'était pour le moment de ne le contracter que sur l'inspiration. Pourquoi? Parce que si on le fait au moment du son, de l'expiration, qui c'est qui a tendance à venir avec? Ce sont les abdominaux. Et les abdominaux, ils vont amener de la pression vers les cordes. Et là, c'est justement ce qu'on voudrait éviter, car on voudrait trouver uniquement une pression sous-glottique qui ne viendrait que de l'élastique pulmonaire. Donc, c'est une utilisation du périnée qui n'est peut-être pas habituelle, mais qui va bien avec cette idée de trouver un premier son vocal grâce à l'élastique pulmonaire. Et je le redis, c'est un son qui est court, qui est en décrescendo et qui peut-être a tendance à baisser aussi dans sa hauteur. Est-ce que je dois forcément lâcher les mâchoires pour détendre la glotte? Alors ça, je laisserai répondre Blandine peut-être maintenant ou tout à l'heure. Avec cet exercice, on est dans une respiration haute, c'est-à-dire non abdominale. Non abdominale. Est-ce bien cela? Alors, là, je n'ai pas donné de consignes sur la manière de respirer et surtout sur les localisations de la respiration, c'est-à-dire où est-ce que ça bouge quand on respire. On s'est juste allongé et on a laissé faire notre respiration. La consigne de départ, c'était observer votre respiration, comment elle est, et surtout, on la laisse faire. Et en fonction des personnes, ça va peut-être faire bouger plus le ventre, peut-être que ça va, pour d'autres personnes, faire bouger plus la cage. Pour certaines personnes, peut-être que ça va faire bouger un peu les deux. Donc, on ne peut pas dire qu'on est… en tout cas, on ne cherche pas une respiration haute, mais c'est possible que pour vous, cette respiration crée du mouvement plus haut dans la cage que d'autres personnes qui vont observer du mouvement plutôt dans le ventre. Alors, c'était un tout petit peu rapide au piano pour Virginie, pour son rythme respiratoire. Alors ça, c'est pas du tout étonnant, car quand on est dans cette respiration un peu de repos, on a vraiment un rythme qui nous est propre. Et dès qu'on met le piano, eh bien, on rajoute une composante, c'est-à-dire qu'on impose un rythme respiratoire. Et ce rythme, eh bien, il n'est pas toujours confortable pour tout le monde. Alors, si vous reprenez cette pratique, ça pourrait être tout à fait intéressant de le faire à votre propre rythme pour être vraiment à l'aise sur la question respiratoire. Et puis, quand vous aurez bien retrouvé les sensations, la coordination avec le périnée, l'élastique pulmonaire, la manière de produire la voix, d'être bien sûr que vous êtes dans cette force élastique, donc avec la descente du volume, une durée très courte, eh bien, de vous rajouter cette contrainte rythmique qui est celle du piano. Alors, à quel moment de la respiration le périnée a tendance à se contracter naturellement? Je ne sais pas si on peut… Je laisse Blandine lève le Blandine doigt. peut-être répondre. Il faut remettre ton micro, Blandine. Alors, attends, je peux peut-être te le remettre. Activer. Il faut que tu actives ton micro, Blandine, sinon on ne t'entend pas. Voilà, et pendant ce temps, je vais peut-être poser une autre question. Pas trop senti les cordes vocales. Quel est l'intérêt de ce son pulmonaire et décrescendi? Voilà, donc je redis aussi la deuxième question. Ouais. Quel est l'intérêt de ce son pulmonaire et décrescendi? Voilà. Et comment peut-on doser le recrutement du périnée sensoriellement?
Blandine, je te laisse répondre. Oui, je peux commencer à répondre si vous voulez. Alors, l'intérêt de cette toute première voie périnéale, c'est d'expirer, plutôt d'amener une expiration qui n'est que pulmonaire, qui n'est pas encore venue des abdominaux ou de la chute des côtes, et qui amène très très peu de pression au niveau des cordes, et c'est d'apprendre à accoler les cordes pour un premier son avec une pression minimale. Ça, c'est l'intérêt pour la glotte. Donc, il y a vraiment, pour certaines personnes, besoin de s'exercer à ça pour la proprioception de cette zone, reconnaître ce qui se passe quand il y a très peu de pression et qu'on peut quand même produire un premier son. Et pour le périnée, ce qui est intéressant dans ce premier engagement vocal, eh bien, c'est qu'en fait, comme l'a dit Jean-Christophe, le périnée est optionnel. Il est un peu loin des affaires du poumon, parce qu'en fait, regardez, j'ai mis le dessin ici, la force qui émet le son est très haut perché, c'est dans le tiers haut. Et le périnée, tout en bas, on peut l'amener ou ne pas l'amener. Ah, mais ça, pour les personnes qui travaillent le périnée, c'est très intéressant, parce que quelquefois, on a tendance à amalgamer, à faire ce que j'appelle souvent des amalgames obligés. Et dans le travail du mouvement, il faut toujours s'exercer à désamalgamer. C'est-à-dire se dire, je peux contracter mon périnée, surinspire, surexpire, et surexpire, je peux le contracter ou ne pas le contracter. Et sur l'expire vocale, eh bien, il y a des expirations vocales où je peux me passer de mon périnée et je peux aussi l'amener. Voilà. Et se dire, la contraction du périnée, je ne vais pas systématiquement l'amener au même moment de la respiration. Je dis ça parce que j'ai croisé beaucoup de personnes pour le travail du périnée et quelquefois, on a retenu que le périnée, il fallait toujours le contracter en expire, par exemple. Et non, on peut contracter le périnée en inspire. On peut le contracter en rétroversion, en antéversion. On peut le contracter couché, debout. C'est dans toutes les positions et dans toutes les situations respiratoires. Et donc, cette première voie périnéale est très intéressante pour ça. Elle est très fine. Donc, vous avez compris que le son est très court, puisque c'est juste le petit peu d'air qui sort par le retour élastique, donc c'est pas long du tout, et que ça va décrescendo, ce tout petit son, voilà, il va décrescender. Il a une qualité déjà. Et c'est très intéressant de l'observer et de s'y exercer. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je peux répondre? Alors, à quel moment de la respiration le périnée a tendance à se contracter naturellement? Ça dépend vraiment des situations et des personnes. Et donc, je crois que j'ai juste répondu avant, qu'en fait, il peut se contracter à tout moment. Et dans un travail que je promeus qui s'appelle Périnée et mouvement, eh bien, justement, on apprend à recruter la contraction du périnée aussi bien à l'inspire, à la petite inspire, à la grande inspire, qu'à l'expire, la grande expire, mais aussi, comme on vient de le faire là, à la toute petite expire. Pourquoi cela a irrité un peu le larynx? Eh bien, probablement parce que la personne qui écrit ça a déjà mis un tout petit peu trop de serrage. Et donc, je lui propose de le retravailler pas tout de suite, de prendre le temps de laisser les muqueuses se réhydrater et de réessayer. C'est un contact, comme je fais avec mes doigts, à peine. Je dirais même que c'est un pré-contact, c'est-à-dire que les muqueuses vont s'accoler sans que les cordes cherchent à s'accoler. Un peu comme un rideau de douche mouillé qui hop, se plaque sur l'autre partie du rideau. Juste comme ça. C'est à peine un contact. Et ça, c'est très intéressant à travailler pour la voix.
Alors, il y a une autre question qui concerne, Oui. pour savoir si on peut, s'il y a des bandes son pour s'entraîner. Oui. Justement, c'est pour ça que Blandine est là ce matin, c'est pour vous dire qu'elle a fait une formation où elle a enregistré Oui, beaucoup, oui. beaucoup de choses. Alors, elle va vous en parler et vous aurez les liens pour J'aurais pouvoir... voulu qu'on ait le temps de faire encore un essai de voix périnéale d'une autre sorte pour se dire, ah, il y a au moins 12 engagements, il y en a beaucoup plus que 12, mais j'en ai sélectionné 12 et on a tout un groupe qui montre comment on peut chanter en groupe et comme ça. Mais à la fin de chaque séquence, il y a un moment où Jean-Christophe joue seul au piano pour qu'on puisse s'entraîner seul. Et surtout à la fin de toute la formation, enfin on peut faire ça au début, hein, mais je veux dire à la fin du programme, eh bien il y a toutes les musiques rassemblées pour avoir une bande son pour s'entraîner à toutes les formes de voix périnéale. Mais écoutez, là je vous propose d'en essayer d'abord une autre. Alors, je vous propose d'être debout et d'amener vos mains. Je vais peut-être reculer pour vous le montrer. Si je fais ça, et oui, vous voyez mon thorax. C'est très bien. Et donc, vous amenez vos mains, comme je le fais, là, sur vos côtes, et vous bougez un peu vos côtes, sans forcément que ce soit lié à la respiration. Et vous essayez de les étroitiser. Vous essayez de faire ça de façon asymétrique. Voilà. Vous sentez cette souplesse des côtes, mais regardez, pour l'instant, j'ai les mains sur les côtes basses. Voilà, on vient les chercher un peu plus par derrière, là. On peut les aplatir, là. Sentez la souplesse du bloc côte. Et maintenant, venez chercher ça, c'est moins évident, plus haut. Vous mettez les mains ici, haut du sternum, région sous les clavicules, et vous essayez de creuser un peu, ou au contraire, de bomber un peu. Voilà. Ça, c'était pour préparer un peu les côtes à ce que nous allons faire. Et maintenant, on va garder une main sur le sternum et on va dire le sternum vient dans la main. On peut faire ça? Donc forcément, s'il vient dans la main, il monte un peu. Moi, je le fais là, je refais. Le sternum monte. Alors déjà, quand vous faites ça, vous sentez que tout le reste de la cage a suivi. Il n'y a pas que le sternum qui a monté. Tout le bloc cage est emmené vers cette ascension du sternum. Bien. Et puis, on va le faire en inspirant. Allons-y. Voilà. Et on laisse revenir à l'expire. Alors, au passage, déjà, je signale que ce que je viens de faire à l'expire, on pourrait le vocaliser. Essayons. Là, on est là et on va juste accoler à peine les cordes au moment de l'expire quand les côtes vont venir. Ça, c'est une des formes de voix périnéale, mais ce n'est pas celle vers laquelle je veux aller tout de suite. Je voulais juste le dire entre parenthèses. Nous restons sur l'ouverture. Là, et maintenant, est-ce que je peux garder les côtes dans ma main, garder le sternum dans ma main, alors que j'expire? Sentez ça. C'est très différent. Je n'ai pas laissé retomber les côtes comme un soufflet. Je les ai gardées
avec ma main. On y va, on est là, soyez prêts et on va expirer assez lentement et on va sentir que le sternum reste dans la main. Et du coup, vous sentez qu'il y a plein de choses qui se sont transformées en dessous. Vous avez senti ça? On le refait. On peut changer de main. Inspire, monte là. Monte au maximum. Donc, c'est une inspiration costale haute. Ça, c'est pour l'analyse. Je la garde au moment où j'expire. Donc, ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Très bien. Et maintenant, cette forme d'expiration, nous allons la vocaliser. Et là, je te passe la main, Jean-Christophe. Micro vers toi. Oui. Alors, ce qu'on va faire pour éviter les problèmes de son, c'est que je vais parler d'abord et puis jouer ensuite, et je ne donnerai pas de consignes en même temps que je joue. Je pense que ça sera plus simple. Alors, je vous fais entendre la vocalise que je vous propose. Donc, on a d'abord un intervalle qui est petit, plusieurs fois. Et là, on va pouvoir réinspirer et partir dans un intervalle un peu plus grand. Et à nouveau, on augmente. On a le temps de respirer entre chaque. On va le faire juste quelques fois, juste pour se la mettre dans le larynx. Et... Par exemple, on pourrait la faire sur « ou », si ça vous va. Faisons-la à nouveau. Bien. Maintenant, nous allons refaire cette vocalise, mais en cherchant l'ouverture de la cage en haut et à l'avant, et en la gardant tout le long. À chaque fois que vous produisez du son, eh bien, vous cherchez à garder les côtes hautes. Alors, où est-ce que vous respirez? On respire ici, ça fait. Si je le chante, ça fait. Inspire. Inspire, etc. Ça va? Donc, on fait ça en gardant une cage qui reste très ouverte en haut. On y va. Bien. Refaisons-le à nouveau de la même manière, en écoutant maintenant ce qui se passe dans le périnée quand on fait monter la cage. Refaisons-le une seconde fois pour être attentif encore à ces sensations dans le périnée.
peut-être avez-vous senti que en montant la cage, eh bien, le périnée était tiré vers le haut et que ce mouvement, il n'était pas dû à une contraction du périnée, mais au fait que l'adhérence des structures font que si on fait monter la partie haute, eh bien, toutes les parties en bas sont amenées vers le haut. Donc ça, c'est intéressant de se dire que dans cette manière de faire de la voix avec la cage qui est montée, eh bien, on donne un allègement au périnée. Donc, je vous propose de le refaire encore une fois pour sentir ça. Et là, pour le moment, Swazik se demande, elle dit, ça m'oblige à visser fort les pieds dans le sol. Eh bien, certainement qu'en cherchant, en vissant fort les pieds dans le sol, ça met en contraction tout un ensemble de muscles qui sont dans les jambes, mais surtout autour du bassin. Et qu'avec ce mouvement, eh bien, ça facilite quoi? Ça va faciliter la contraction du périnée. Mais là, à cette étape, le périnée, on peut se dire qu'on le laisse tranquille, on le laisse vivre sa vie, et qu'en fait, il va remonter sans action de notre part dans la région du bassin. Je propose qu'on le refasse encore une fois pour trouver ça. C'est évidemment quelque chose qui demanderait à être pratiqué très régulièrement pour arriver à le sentir, peut-être. Mais on pourrait décider aussi de dire qu'on rajoute de la contraction périnéale pendant la voix, associée à cette montée de la cage qui elle-même le tire déjà vers le haut. La sensation va être a priori radicalement différente. Essayons cela. Très bien. Jusqu'ici, on a gardé une cage haute pendant tout le temps de la vocalise. Je vous propose une autre coordination qui serait de monter la cage au moment où on va vers la note aiguë. Voilà. Sophia demandait à quel moment on détendait la cage, à quel moment on la faisait redescendre. Eh bien, pour l'instant, jusqu'à présent, elle restait haute un peu tout le temps. Et cette fois-ci, on change. Elle est basse sur le début, sur la première note. Mais quand on monte, eh bien, on va pouvoir l'élever un peu. Et puis, la redescendre. Et pour ça, on va prendre un tempo moins rapide. Et on peut se dire aussi qu'à mesure qu'on va franchir un intervalle plus grand, eh bien, on peut trouver une ouverture plus grande de la cage. Essayons ça. On inspire. Encore une fois.
Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à vous caler avec la respiration? Est-ce que vous arrivez à coordonner la montée de la cage? Sophie dit très bien, super. Alors on peut se dire maintenant, peut-être qu'on l'avait oublié, le périnée. Et bien sûr, le franchissement de cet obstacle, de cet intervalle qui est de plus en plus grand, eh bien on pourrait rajouter la contraction du périnée qui va nous aider à monter. Pendant que la montée de la cage, eh bien, elle va modérer, pondérer cette pression qui vient du bas, les abdos sont engagés, et qui viennent peut-être de manière un petit peu brusque parfois. Eh bien, en alliant les deux, c'est-à-dire cette force qui part du bas et cette ouverture en haut, on va pouvoir trouver une attaque beaucoup plus contrôlée, et peut-être plus de douceur aussi pour les cordes vocales. Car comme le disait Blandine tout à l'heure, eh bien, on a tendance à mettre des fois beaucoup plus de pression que nécessaire. Et là, on est en train d'avoir un premier outil, en tout cas un outil d'ajustement de cette pression. Pardon, Donc on se dit, excusez-moi Jean-Christophe, oui, je suis responsable du temps et il me d'accord. reste 3 minutes et il y a des gens Ah, qui vont devoir partir. Donc, je voudrais aussi que les gens Je vais puissent, conclure. qu'on puisse faire une conclusion et je suis trop désolée de faire ça parce que c'est vraiment passionnant ce que vous êtes en train de faire. Euh, il va falloir revenir. d'accord. C'est trop Bon, bah, bien. ça sera, vous pourrez le pratiquer. Toutes mes Ah, excuses, Jean-Christophe. pas de souci, Vraiment. c'est bien. Pardon. Je vais reprendre donc le micro. Oui, merci, Blandine. Je reprends le son. C'est bon, on t'entend, Blandine. Vous m'entendez? Oui. Super. Alors, je voudrais juste conclure en montrant, d'une part, ce que nous venons de faire. Donc, c'est un modèle, parce que des modèles comme ça, il y en a donc une douzaine auxquels on s'exerce. Et ici, on s'est exercé donc à garder la partie haute de la cage ouverte. Et on a senti que ça pouvait beaucoup attirer le périnée et qu'on peut le contracter ou ne pas le contracter, mais qu'en tout cas, il ne reçoit pas de pression. Et je voudrais juste vous montrer, avant qu'on s'arrête, deux autres exemples. Voilà. Ça, ce sont des exemples de voies périnéales où on engage, quoi donc? Les muscles abdominaux. Alors, regardez bien qu'on peut engager les muscles abdominaux soit en haut, c'est-à-dire ici, la partie haute de l'abdomen, et bien sûr qu'on peut créer une pression sous la glotte avec une contraction là, mais souvent, on amène ici une partie de la pression. Donc, c'est intéressant de se rendre compte et on peut s'y exercer. Et puis, il y a une autre façon d'engager les abdominaux qui va être de recruter plutôt la partie basse de l'abdomen. Vous voyez ici où est le rouge. Et cette partie basse va convertir toute la pression en poussée vers le haut, qui va amener de la pression sous la glotte, utile pour la voix, mais qui va amener beaucoup moins de poussée au périnée. Voilà, c'était juste pour vous montrer deux exemples. Parmi les 12 dans lesquels on s'exerce dans cette formation, pour vous dire qu'il y a des exemples de voix où on se sert de la levée des côtes. Il y en a où on se sert, écoutez bien, carrément de l'abaissement des côtes, l'abaissement actif, ça existe aussi, même si ça paraît un peu bizarre au départ, c'est très utile pour détendre. Et il y en a où on se sert du jeu des abdominaux, et là on en a deux exemples, il y en a plusieurs autres. Donc voilà, c'est pour vous dire que entre le périnée et la glotte, on peut trouver des combinaisons d'engagement du corps central qui sont en fait extrêmement variées. Il y en a beaucoup plus que 12. Mais moi, j'en ai sélectionné 12 avec des exercices à la clé pour qu'on puisse s'y repérer. Voilà.
Alors, pour terminer, je dirais que Isabelle va vous laisser le lien d'une toute petite vidéo qui permet de voir la présentation de cette formation, si un jour ça vous intéresse de la suivre. Et d'ailleurs, parmi nous, il y a une personne, Jean, qui était présent à cette formation et que je salue et qui chante, parce que dans cette formation, nous avons souhaité avec Jean-Christophe, que ce ne soit pas simplement, comme nous venons de le faire, 2 personnes qui vous invitent à chanter, mais nous avons chanté avec un groupe au piano dans une salle, et donc on peut suivre un groupe en train de chanter, mais aussi à la fin de chaque séance, on peut avoir un temps de piano sans rien d'autre pour s'entraîner en solo, et même on peut à la fin avoir une compilation de tous les entraînements au piano. Voilà. Écoutez, c'est un sujet immense. Je pense qu'on a ouvert une boîte. Voilà. Et c'est très bien comme ça. J'espère que vous y retrouvez un peu. Vous vous y retrouvez un peu. Ben, en tous les cas, merci, un énorme merci à toi, Blandine. Un énorme merci à Jean-Christophe et encore une fois, pardon de t'avoir coupé parce que c'est terrible de faire ça. Voilà, Terrible. c'est terrible. Vraiment, je suis archi désolée. Mais ça nous donne très très envie évidemment de faire cette formation. Alors cette formation, je le rappelle, c'est une formation en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire et télécharger, Elle a travailler existé en chez vous. présentiel, hein. Elle a existé en présentiel. Mais là, on l'a mise en ligne parce qu'avec ce qui se passe, eh bien, c'était très bien de l'avoir disponible en ligne. Je vous ai mis donc le lien pour aller voir le site de Blandine et justement le lien vers la formation. Je vous ai aussi mis le lien dans le chat, le lien de la petite vidéo à regarder. Donc je vous invite à la regarder et évidemment vous allez pouvoir revoir cette conférence en replay. Blandine reviendra au cours de l'année puisqu'il y a 3 modules dans sa formation, la voie périnéale, et puis ensuite il y a 2 autres modules donc que tu viendras nous présenter, Blandine, je crois. Hein, Oui. et où on aura peut-être des petites surprises aussi de travailler. Et c'est vraiment super de pouvoir avoir une conférence interactive où on peut travailler et goûter un petit peu à ton travail. Je rappelle aussi que ces conférences, Blandine l'a fait entièrement gratuitement, hein, donc que ce soit Elisabeth ou moi voilà, ou toute l'équipe de Courant d'Art qui est derrière la technique, etc. C'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Et on le fait parce qu'on sait que voilà, c'est important pour nous de pouvoir avoir des conférences intéressantes et de partager un savoir un petit peu, voilà, de réfléchir un petit peu aussi sur comment est-ce qu'on partage certains savoirs. Mais la formation est payante, bien sûr. Maintenant, si vous avez envie de soutenir nos actions de Courant d'Art, eh bien, vous pouvez nous faire connaître déjà. Vous pouvez mettre des petites étoiles dans Google Courant d'Art, vous pouvez nous mettre des avis et mettez-nous 5 étoiles, comme ça nous fera connaître. Voilà, et si vous avez envie de faire des dons, vous pouvez aussi faire des dons et sachez que les dons servent pour des gens qui ont par exemple pas assez de moyens en ce moment et qui ont envie de suivre un stage, eh bien on peut à ce moment-là aider pour le financement puisque tout le monde ne peut pas être pris en charge, il y a des gens qui ne sont pas pris en charge et donc c'est une manière aussi de donner un petit coup de pouce à certaines personnes qui ont envie de travailler mais qui n'ont pas les moyens. Voilà, donc en tous les cas, un énorme merci à vous tous qui avez été là. On n'a jamais été aussi nombreux. On est vraiment très très contents. Voilà. Donc, avant de se quitter, en général, eh bien, je vous demande à tous de rallumer vos micros pour qu'on entende vos voix. Peut-être qu'Elisabeth a envie de dire un petit mot avant qu'on se quitte aussi. Ah bah, moi, j'étais complètement absorbée par tout ce que j'ai entendu et ça me donne encore plein d'idées. Et C'est bien, Elisabeth. merci Jean-Christophe, c'était vraiment... moi, vous m'apportez ce que je n'ai pas, c'est-à-dire la pratique, et je trouve ça vraiment génial. Vraiment, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci, oui, Merci Blandine.
Vraiment. Merci. Merci. À tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Christine. Salut, Blandine. À bientôt. Je la fais, la formation. Merci Tu vas Marie-Christine. inscrite. Tu vas me voir. Oui, moi aussi, je crois que je vais venir. Ah, c'est vrai. Coucou, Blandine.